En tant que plus petit pays d'Amérique centrale, El Salvador possède pourtant l'une des plus grandes et des plus strictes superprisons du monde. Qu'est-ce qui a poussé un si petit pays à construire un lieu de détention aussi notoire? Comment se déroule la vie des citoyens ordinaires, en particulier des femmes sous l'ombre des gangs criminels les plus célèbres du monde? Rejoignez Terre d'origine pour explorer El Salvador sous un angle que vous n'avez peut-être jamais vu. Numéro 1. Secot, la super prison la plus terrifiante du monde. Au Salvador, la probabilité de rencontrer une personne ayant déjà été incarcérée est même plus élevée que celle de gagner à la loterie. C'est l'un des pays avec le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Pour mieux comprendre, sur 100 adultes que vous croisez ici, 2 sont en prison. En raison du nombre élevé de détenus, le gouvernement a décidé de construire la super prison Secot, l'un des centres de détention les plus stricts de la planète. Vu d'en haut, cet endroit ne ressemble pas à une prison, mais plutôt à une ville en acier complètement isolée du monde extérieur. L'ensemble du complexe s'étend sur environ 166 hectares, soit plus de 200 terrains de football. Il est entouré de murs de près de 11 mètres, de haut de plusieurs couches de barrières, et d'un système électrique conçu pour rendre toute tentative d'évasion presque impossible. À l'intérieur de Secot, chaque détail est conçu pour contrôler les détenus au maximum. Une cellule d'environ 100 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Tous partagent 2 toilettes, 2 lavabos et des rangées de lits superposés en métal. Pas de matelas, pas de couverture, pas d'effet personnel. Les détenus doivent dormir directement sur des plaques d'acier froides afin de limiter la possibilité de cacher des objets, de provoquer des incendies ou de se blesser. La majeure partie de la journée, ils ne peuvent que se tenir debout, s'asseoir ou s'allonger dans un espace bondé. Les activités en dehors des cellules sont strictement limitées et se déroulent toujours sous la surveillance d'agents de sécurité armés. Pas de télévision, pas de presse. Pratiquement aucune activité récréative. Ici, le temps n'est pas mesuré par le travail ou les changements du monde extérieur, mais par les portes en acier qui s'ouvrent et se ferment, et par une lumière blanche qui ne donne jamais l'impression que la journée est réellement terminée. Les détenus sont régulièrement rasés pour que le personnel de gestion puisse facilement repérer les tatouages de gang sur leur cuir chevelu, tout en limitant la possibilité de cacher des objets interdits. Des cheveux aux vêtements en passant par la façon de se déplacer, presque tous les signes d'identité personnelle sont éliminés. Le résultat est une société qui, autrefois célèbre pour ses quartiers contrôlés par des gangs, est désormais évoquée par un chiffre complètement différent, le nombre de personnes vivant derrière les barreaux. Alors qui paiera pour ce gigantesque système de sécurité? La réponse du gouvernement salvadorien a surpris beaucoup de gens. Ce pays a proposé d'accueillir des détenus dangereux ou des étrangers ayant des antécédents criminels transférés des États-Unis en échange d'une redevance. Étant donné que les coûts d'exploitation au Salvador sont nettement inférieurs à ceux des prisons américaines, le gouvernement considère cela comme un moyen de générer des revenus pour maintenir le système de détention national. Secot n'est plus seulement un outil de lutte contre la criminalité d'un petit pays d'Amérique centrale. Il est en train de se transformer en un type de service de sécurité pouvant être exporté où les cellules, les murs en acier et les détenus deviennent une partie du calcul économique. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. La vie sous l'ombre des gangs notoires. En raison du nombre élevé de crimes ici, il y a eu des moments où simplement, en prenant un mauvais tournant dans une rue d'El Salvador, vous pourriez ne jamais rentrer chez vous. Pendant de nombreuses années, 2 gangs notoires, M-Strize et Barrio 18, ont presque transformé de nombreux quartiers en leur propre territoire. À leur apogée, on estimait qu'ils comptaient jusqu'à des dizaines de milliers de membres actifs, à travers le pays, contrôlant des centaines de quartiers et semant la peur parmi des millions de citoyens. Peu de gens savent que ces 2 organisations qui ont fait vivre El Salvador dans la terreur n'ont pas été formées sur ce sol. Elles ont vu le jour à Los Angeles, dans les années 1980, lorsque de nombreux jeunes salvadoriens ont fui la guerre civile et ont cherché à survivre au milieu de quartiers violents. Au départ, ils se regroupaient pour se protéger les uns les autres
contre d'autres gangs de rue. Mais avec le temps, ces groupes d'autodéfense se sont transformés en organisations de plus en plus fermées, avec leur propre territoire, leurs règles et leur système de sanctions. Lorsque les États-Unis ont commencé à expulser massivement des membres de gangs vers El Salvador, ils ont été renvoyés dans un pays qui venait de traverser de nombreuses années de conflits, où la police était faible, les prisons surpeuplées et des milliers de jeunes sans emploi stable. Ils sont retournés dans des quartiers pauvres, où une nouvelle paire de chaussures, un téléphone ou quelques dollars dans la poche pouvaient faire de quelqu'un une cible. C'est là que le modèle de gang de Los Angeles a commencé à s'enraciner. Chaque quartier était divisé en territoires. Les habitants étaient contraints de payer pour continuer à ouvrir leurs magasins, conduire des bus ou vivre paisiblement dans leur propre maison. Dans ce monde, les tatouages devenaient une sorte de pièce d'identité impossible à cacher. Pour M13 ou Barrio 18, l'encre sur la peau est un signe de loyauté, de hiérarchie et du passé d'un membre. Plus une personne a un statut élevé, plus elle peut se faire tatouer à des endroits visibles comme le cou, la tête ou le visage. Chaque tatouage a sa propre signification. Un tatouage, en forme de toile d'araignée, sur le coude ou l'épaule, peut évoquer le temps passé en prison, l'attachement à la vie de gang, ou le sentiment de ne plus avoir d'échappatoire. Pour certains groupes, cela peut également indiquer qu'une personne a été profondément impliquée dans le réseau criminel. Comme un insecte, pris dans une toile d'araignée, plus il se débat, plus il est retenu. Un tatouage, en forme de larme sous l'œil, peut être lié à un temps passé en prison, à la perte d'un proche, à la mémoire d'un camarade ou à un acte de violence passé. Une larme vide peut parfois représenter une perte non vengée. Une larme remplie peut indiquer qu'une vengeance a été accomplie. Mais il arrive aussi que ce soit simplement la manière dont une personne exprime sa douleur ou cherche à créer une image plus effrayante. Sous la campagne de répression des gangs du président Nayib Bukele, la police et l'armée sont omniprésents dans les quartiers autrefois contrôlés par M13 et Barrio 18. Les personnes ayant des tatouages liés aux gangs peuvent immédiatement attirer l'attention, être contrôlées ou arrêtées. Ces informations peuvent vous surprendre. Mais, comment les femmes vivent-elles dans ce contexte de danger constant? La réponse se trouve dans la suite. Numéro 3. La vie dure des femmes au Salvador. Pensez-vous que le travail le plus difficile au Salvador est de faire face aux gangs? Mais pour de nombreuses femmes, ici, le premier défi chaque jour est de gagner suffisamment d'argent pour que toute la famille puisse avoir un repas. Dès que le jour se lève, des milliers de femmes allument le feu, pétrissent la pâte et commencent à préparer des pupusas, un plat qui figure presque à chaque repas des Salvadoriens. Une pupusera expérimentée peut en faire jusqu'à 800 par jour. Chaque pupusa vendue peut représenter de l'argent pour acheter de la nourriture, payer l'électricité, les frais de scolarité ou les dépenses de la famille. Avec leurs mains couvertes de pâte de maïs, ces femmes maintiennent à la fois l'économie informelle et préservent un plat considéré comme un symbole culinaire du Salvador. Ces femmes ordinaires contribuent ainsi à la préservation de ce plat emblématique du pays reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Mais après avoir quitté la cuisine, leur travail n'est pas encore terminé. Sur les routes escarpées autour des volcans, l'image de femmes portant d'énormes plateaux sur la tête est devenue très familière. Certaines transportent des charges pesant jusqu'à 20 kg, l'équivalent d'une valise enregistrée dans un avion, avec seulement un petit morceau de tissu, pour soutenir le tout sur le sommet de leur tête, presque sans utiliser les mains. Elles avancent rapidement sur les pentes, se faufilant entre la foule et les bus de poules colorées pour apporter leurs marchandises au marché. Dans des marchés traditionnels comme le Mercado Central, il est facile de croiser des femmes vendant toutes sortes de feuilles, racines et herbes aux côtés de légumes. Lorsque quelqu'un a des douleurs abdominales, des insomnies ou un rhume, beaucoup se tournent vers elles avant de penser à l'hôpital. Les remèdes traditionnels alliant la foi catholique et les connaissances locales sont toujours préservés comme une partie essentielle de la vie quotidienne de nombreuses familles. Mais peut être que la plus grande force des femmes salvadoriennes se manifeste durant les années où le pays est plongé dans la violence des gangs. Pour empêcher leurs fils d'être attirés ou contraints de rejoindre des groupes criminels, de nombreuses mères ont dû cacher leurs enfants dans des pièces fermées pendant des mois, voire tout faire pour les faire quitter leur pays à la recherche d'une chance de survie ailleurs. Aujourd'hui,
Alors que des campagnes de répression de la criminalité sont mises en œuvre, vous pouvez encore voir de longues files de femmes se tenant silencieusement devant les portes des prisons, tenant quelques sacs de nourriture avec l'espoir qu'un jour leurs proches reviendront. Même lorsque leurs proches sont éloignés, elles restent les gardiennes des liens familiaux. Chaque année, le 2 novembre, ce sont les femmes qui transforment les cimetières en espaces remplis de fleurs et de couleurs. Elles préparent de la nourriture cuisine de la courge avec du miel de canne, puis toute la famille se réunit autour des tombes pour manger, raconter des histoires et se souvenir des défunts. Pour de nombreux Salvadoriens, ce n'est pas seulement un jour de commémoration, mais aussi une occasion de réunir à nouveau toute la famille. Car ils croient que l'amour pour les proches ne se termine pas lorsque quelqu'un quitte ce monde, mais continue d'être préservé à travers chaque repas, chaque histoire et chaque saison de fleurs qui revient. Numéro 4. Chicken Bus, le bus le plus fou du monde. Et pour amener ces pupusas ou ces chariots chargés à ras-bord dans tous les marchés, les habitants du Salvador montent à bord de ces bus spéciaux. Ces bus sont appelés Chicken Bus, et ce ne sont pas des véhicules scolaires comme ceux que l'on trouve aux États-Unis. Après environ 10 ans de service, ils sont mis aux enchères, puis parcourent des milliers de kilomètres à travers le Mexique pour commencer une nouvelle vie au Salvador. Au lieu d'être démolis dans une casse, ils deviennent le moyen de transport de millions de travailleurs chaque jour. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'apparence de ces véhicules. Les propriétaires n'hésitent pas à dépenser des milliers de dollars pour peindre l'intégralité de la carrosserie avec des images que l'on ne voit guère ailleurs dans le monde Jésus-Christ, aux côtés de Batman, des super-héros, Marvel côtoyant des mannequins célèbres. Lorsque la nuit tombe, des centaines de mètres de LED s'allument transformant le bus en une mer de lumière éclatante au milieu des routes sombres de montagne. Un bus d'environ 40 places peut transporter le double de son nombre de sièges. Entre les passagers se trouvent des sacs de maïs, des paniers de légumes, des marchandises et pas mal de poules vivantes attachées par les pattes sous les sièges. Ce trajet ressemble davantage à un marché ambulant qu'à un moyen de transport public. Et si vous pensez que c'est déjà assez animé, attendez de voir le bus commencer à rouler. Le système de haut-parleurs diffuse en continu de la salsa ou du reggaeton à un volume suffisant pour faire vibrer les vitres, transformant l'intérieur du bus en une fête improvisée qui dure tout le trajet. Pendant ce temps, les cobradors, les aides de bus s'accrochent à la porte pendant que le véhicule est en mouvement pour appeler les clients, et il leur suffit de quelques secondes pour grimper sur le toit et y ajouter des bagages. Même le klaxon a son propre langage, un coup pour saluer, 2 coups pour remercier, et une longue série de coups pour rappeler au véhicule devant de dégager rapidement le passage. Un trajet coûte généralement entre 25 et 50 cents américains, soit moins de 50 cents pour un long voyage. Ce tarif permet à des millions de travailleurs de se déplacer chaque jour sans ajouter de fardeau financier. C'est peu être pour cela qu'aux yeux de nombreux Salvadoriens, le Chicken Bus n'est pas seulement un vieux bus importé des États-Unis, mais un moyen de transport intimement lié à leur vie quotidienne, même si chaque voyage donne toujours l'impression de participer à un festival itinérant sur roue. Numéro 5. À l'intérieur de la cuisine étrange d'El Salvador. Si vous entrez dans n'importe quel marché, coin de rue ou gare, l'arôme des pupusas se fait presque toujours sentir avant même le premier bonjour. À première vue, il ne s'agit que d'une galette de maïs épaisse, dorée à la poêle. Mais lorsque vous déchirez la croûte encore chaude, la garniture de fromage fondant s'échappe, se mêlant à la purée de haricots et à la viande de porc haché, créant une saveur qui est liée à l'enfance de presque tous les Salvadoriens. Ils aiment tant les pupusas qu'ils consacrent un dimanche du mois de novembre à célébrer la journée nationale de la pupusa. En fait, ce pays a même établi un record Guinness avec une pupusa géante d'un diamètre de 4,5 mètres. Mais avant de déguster, vous devez vous rappeler une règle importante, la pupusa doit être mangée à la main. On déchire des morceaux de la galette chaude, on y ajoute un peu de salade, de choux, marinés, épicés, puis on porte le tout à la bouche. La richesse du fromage, la saveur prononcée de la viande et le croquant acidulé du chou se mélangent pour créer une expérience gustative inoubliable. Mais la cuisine salvadorienne ne se limite pas à cela. Alors que les fleurs symboliques sont généralement placées dans les jardins, sur les armoiries ou apparaissent lors des célébrations, les Salvadoriens mettent leurs fleurs nationales directement sur la table. La fleur de isote est une fleur blanche éclatante, poussant en grandes grappes. Elle a un goût légèrement amer et rafraîchissant,
et est souvent sautée avec des œufs, des tomates ou cuisinée en soupe. Ce n'est pas la seule fleur qui apparaît dans la cuisine ici. À l'intérieur de nombreuses pupusas se cachent aussi de petites fleurs vertes appelées loroco. Elles ont un parfum intense, un goût vert légèrement similaire à celui des asperges, mais laissent un arrière-goût riche et crémeux. Le loroco est généralement haché mélangé directement avec du fromage, puis farci dans la galette. Lorsque la pupusa est placée sur la poêle chaude, l'arôme des fleurs commence à se répandre, se mêlant à l'odeur de la farine de maïs grillée et du fromage qui fond. Mais si les pupusas et le loroco représentent la convivialité, le plat suivant peut faire hésiter de nombreux visiteurs dès qu'ils entendent son nom. Il s'agit de la sopa de pata, une soupe de pieds de bœuf, considérée comme l'un des plats les plus élaborés du Salvador. Les pieds de bœuf doivent être soigneusement nettoyés, puis mijotés pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que les tendons deviennent tendres et que le collagène se dissolve dans le bouillon, créant une consistance particulière. En plus des légumes et des épices, les Salvadoriens ajoutent également des bananes et de la courge à ce plat salé. Cela peut sembler une combinaison difficile, mais la douceur naturelle de ces ingrédients aide à équilibrer la richesse des pieds de bœuf, rendant le bouillon savoureux sans être trop lourd. La sopa de pata est également considérée par de nombreux hommes salvadoriens comme le meilleur remède contre la gueule de bois. Après une nuit de fête, un bol de soupe chaude épaisse et énergisante peut faire transpirer le corps, tout en offrant la sensation d'un réveil. Le dernier plat yuca frita est une préparation de manioc frit. Le manioc est d'abord bouilli, puis plongé dans de l'huile chaude. Ainsi, la croûte extérieure devient dorée et croustillante, tandis que l'intérieur reste moelleux et tendre. Les vendeurs ajoutent souvent des morceaux de couenne de porc croustillante sur le dessus, parfois accompagnés de petits poissons frits que l'on peut manger avec les arêtes. Enfin, une couche de salade de choux aigre douce est ajoutée pour couper la richesse. Une bouchée de yuca frita peut donc être à la fois croustillante, tendre, grasse acide et légèrement épicée, créant une saveur inoubliable. Numéro 6. La terre des volcans. Dans la capitale San Salvador, peu importe où l'on se trouve, l'horizon est toujours marqué par la silhouette des volcans. Le Salvador possède plus d'une centaine de volcans, dont une vingtaine sont encore actifs. Cela en fait l'un des pays avec la plus forte densité de volcans au monde. Parmi eux, le plus célèbre est l'Izalco, un volcan qui était surnommé le phare du Pacifique par les marins. Cela peut sembler incroyable, mais depuis sa formation, en 1770, l'Izalco a connu presque une éruption continue pendant 196 ans. La nuit, les coulées de lave rougeoyantes et les colonnes de feu s'élevaient si haut que les navires en mer au large du Pacifique pouvaient les voir à des centaines de kilomètres. Avant l'avènement des systèmes de navigation modernes, cette lumière était devenue un repère naturel qui aidait de nombreux marins à s'orienter en mer. Mais si l'Izalco a aidé les gens à trouver leur chemin, l'Ilopango a failli changer le destin du monde entier. Vers l'an 430 et un après J.C., ce supervolcan a provoqué l'une des éruptions les plus violentes de l'histoire de l'humanité. Une quantité massive de cendres a été projetée jusqu'à la stratosphère, obscurcissant la lumière du soleil pendant une longue période et provoquant une forte baisse des températures mondiales. Des traces de cette couche de cendres ont même été retrouvées par des scientifiques dans des carottes de glace en Groenland et en Antarctique. De nombreuses études suggèrent que cette catastrophe a contribué à l'effondrement de plusieurs établissements de la civilisation maya primitive et a engendré une période qualifiée de hiver volcanique durant plusieurs années. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'endroit qui a causé cette catastrophe est devenu un lac d'un bleu éclatant, situé tout près de la capitale, attirant chaque année de nombreux visiteurs pour des excursions et du kayak. Cependant, ce qui surprend le plus de nombreux touristes, ce ne sont pas les volcans, mais le fait que plus de 2 millions de personnes choisissent encore de vivre sur les flancs d'un immense volcan. San Salvador a été construite au pied de l'El Boquerón. Cela signifie que les secousses ou les petits tremblements de terre sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne. Pour beaucoup de ses habitants, le fait que le sol tremble légèrement ou que les objets vibrent n'est plus une nouveauté. C'est pourquoi les constructions de la capitale doivent être conçues selon des normes de résistance sismique plus élevées pour s'adapter à cet environnement particulier. Alors pourquoi reste-t-il ? Parce que ce qui se trouve sous terre n'est pas seulement une menace, mais aussi une précieuse ressource. Le Salvador a transformé la chaleur des volcans en électricité grâce à des centrales géothermiques.
Aujourd'hui, cette source d'énergie fournit plus de 20% de l'électricité du pays, faisant du Salvador l'un des pays les plus efficaces au monde en matière d'exploitation géothermique. Numéro 7. L'essence des boissons du pays des volcans. Grâce à la couche de terre volcanique fertile, le café cultivé ici absorbe une abondance de minéraux, ce qui confère au café du Salvador une saveur si unique que dans les cafés haut de gamme de New York, les gens sont prêts à payer 10 fois le prix d'un café ordinaire, juste pour le goûter. Le plus célèbre est la variété Pacamara, un café hybride créé au Salvador, avec des grains presque 2 fois plus gros que ceux du café ordinaire. En prenant une gorgée, vous ressentirez clairement le goût du chocolat noir, mêlé à une légère acidité d'agrumes, se terminant par un parfum délicat de jasmin. C'est cette saveur particulière qui a fait du Pacamara une fierté de l'industrie du café salvadorienne, apparaissant dans de nombreux cafés haut de gamme à travers le monde. Mais, ce qui est intéressant, c'est que les Salvadoriens ne boivent pas toujours du vrai café. Pour éviter de consommer trop de caféine, tout en ayant envie de siroter une tasse de café chaud, de nombreuses familles optent pour une boisson populaire, appelée café de maïs. Comme son nom l'indique, cette café ne contient aucun grain de café. On utilise des grains de maïs mûrs que l'on fait griller sur un feu de charbon jusqu'à ce qu'ils soient légèrement brûlés et deviennent noirs, puis on les broie et les infuse avec de l'eau chaude et de la cannelle. Le résultat a une couleur assez similaire à celle du café, mais offre une douceur naturelle du maïs, accompagnée d'un léger goût fumé et d'un arôme chaleureux de cannelle. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est une boisson familière pour commencer ou terminer une journée sans craindre l'insomnie. Si vous vous promenez dans les rues lors de journées ensoleillées, vous pourrez facilement croiser des stands vendant une boisson rose vif qui fait croire à de nombreux touristes qu'il s'agit d'un smoothie à la fraise. En réalité, il s'agit d'une boisson à base de bière de grains préparée avec de la farine de céréales grillée, du sucre et un arôme de fraise, puis agrémenté de cannelle et de clous de girofle pour créer un parfum distinctif. Lorsqu'elle est servie froide, vous ressentirez une douceur rafraîchissante dès la première gorgée, suivie d'une légère chaleur épicée en arrière-goût. Par des après-midi chauds, notamment dans les gares routières ou les marchés animés, un verre de cette boisson, à base de grains froids, est presque un choix habituel pour de nombreux habitants. Si ce verre rose est déjà assez inhabituel, dirigez-vous vers les plages du Pacifique. Là vous pourrez découvrir la Minuta de Cerveza, une version de glace pilée, dont l'ingrédient principal est la bière. Le vendeur recouvre un verre de glace pilée fine, puis verse de la bière fraîche, par-dessus ajoute du jus de citron, une pincée de sel et de la poudre de piment. Cela peut sembler incroyable, mais cette combinaison entre l'amertume légère de la bière, l'acidité du citron, la chaleur du piment et la fraîcheur de la glace en fait un choix rafraîchissant, prisé par beaucoup après une longue journée au soleil. Numéro 8. La machine à imprimer des bitcoins. Au Salvador, l'argent liquide n'est plus la seule option. En quelques années, ce petit pays est devenu le centre d'attention du monde entier, car il a décidé de parier son avenir sur un actif que de nombreux pays hésitent encore à adopter. En septembre 2021, le président Nayib Bukele a officiellement reconnu le Bitcoin comme monnaie légale. Cette décision a immédiatement choqué le monde financier. Pour familiariser la population avec ce nouveau système, le gouvernement a lancé le portefeuille électronique Chivo et a offert environ $30 américains en Bitcoin à chaque personne inscrite. En peu de temps, des centaines de distributeurs automatiques de Bitcoin ont vu le jour à travers le pays, permettant aux gens d'échanger des Bitcoins contre de l'argent liquide ou vice-versa en quelques dizaines de secondes. Mais, ce qui rend le Salvador vraiment unique ne réside pas dans les portefeuilles électroniques. Cela se trouve sous terre. L'extraction de Bitcoin consomme une quantité d'électricité énorme et est souvent critiquée pour ses émissions élevées. Alors que de nombreux pays doivent brûler du charbon ou du gaz pour faire fonctionner leurs machines d'extraction, le Salvador a choisi une voie complètement différente. Ils ont construit des centres de données à proximité des centrales géothermiques, utilisant la vapeur chaude des volcans pour produire de l'électricité, puis utilisant cette énergie pour faire fonctionner les machines d'extraction de Bitcoin jour et nuit. En d'autres termes, ces volcans autrefois considérés comme une menace naturelle, sont désormais devenus une mine d'énergie qui permet à ce pays de créer des actifs numériques. Vous pourrez le ressentir pleinement si vous visitez la ville côtière d'El Zonte. Cet endroit est connu dans le monde entier sous le nom de Bitcoin Beach. Ici, vous pouvez acheter un verre d'eau, un bol de soupe de fruits de mer
louer une planche de surf, ou payer votre chambre d'hôtel simplement en scannant un code QR sur votre téléphone. Ce qui est remarquable, c'est qu'auparavant, de nombreux habitants d'Elzonte n'avaient même jamais eu de compte bancaire. Désormais, avec un téléphone bon marché, ils peuvent recevoir de l'argent envoyé par des proches des États-Unis presque instantanément, sans avoir à payer des frais de transfert élevés via des services intermédiaires. Le succès de Bitcoin Beach a poussé le gouvernement à envisager des projets encore plus ambitieux. Pas seulement une ville, mais une véritable métropole. C'est le projet de Bitcoin City, une nouvelle ville planifiée au pied du volcan Conchagua avec un design circulaire inspiré du Bitcoin. Le plan du Salvador est de transformer cet endroit en un centre technologique et financier de la région grâce à une série de politiques incitatives telles que l'exonération de l'impôt sur le revenu et l'exonération de l'impôt foncier. Leur ambition est d'attirer des entreprises technologiques, des investisseurs et des programmeurs du monde entier pour y vivre et y travailler. Bien sûr, tout le monde ne croit pas en ce pari. Depuis de nombreuses années, le Fonds monétaire international et de nombreuses institutions financières avertissent que le Salvador prend un risque considérable en détenant du Bitcoin dans sa trésorerie nationale. Cependant, le gouvernement reste ferme dans sa stratégie. D'ici 2024, le pays aura accumulé des milliers de Bitcoins. Chaque fois que le prix du Bitcoin augmente fortement, la valeur des actifs nationaux augmente également de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. Avec une situation sécuritaire considérablement améliorée ces dernières années, le Salvador est en train de changer son image, passant d'un nom qui faisait craindre de nombreux touristes à une destination attirant à la fois les voyageurs et les investisseurs du monde entier. Numéro 9. Le monde spirituel plein de mystères. Alors que de nombreux endroits dans le monde célèbrent le Nouvel An, avec des feux d'artifice éclatants, de nombreuses familles au Salvador pratiquent silencieusement un rituel qui existe depuis des générations. Avant de se coucher, elles frappent un œuf dans un verre d'eau et le placent près de la fenêtre pour capter la lumière de la lune et la rosée de la nuit du Nouvel An. Le matin suivant, toute la famille observe la forme du blanc d'œuf et essaie de deviner ce que la nouvelle année leur réserve. Si le blanc d'œuf prend la forme d'un bateau, cela pourrait être un signe d'un voyage lointain. S'il ressemble à un toit, beaucoup croient que la famille aura bientôt l'opportunité d'acheter une maison ou de déménager. Personne ne peut affirmer la véracité de ce rituel. Mais pour les Salvadoriens, c'est une manière pleine d'espoir de commencer la nouvelle année, tout comme les Anglais lisent leur destin dans les feuilles de thé. Sauf qu'ici, ils placent leur confiance dans un œuf de poule. Tout comme ce rituel, la façon dont les Salvadoriens accueillent les invités peut parfois dérouter de nombreux touristes dès leur première visite. Alors qu'au Japon ou en Allemagne, arriver en retard est considéré comme un manque de respect, au Salvador, arriver à l'heure peut parfois mettre l'hôte mal à l'aise. Être invité à dîner à 7 heures signifie que vous devriez arriver vers 7h30. Ce délai est considéré comme poli car l'hôte peut encore être en train de préparer le repas, de changer de vêtements ou de finaliser les derniers détails avant d'accueillir les invités. Et une fois assis à table, il existe une autre règle que de nombreux étrangers ont tendance à enfreindre. Dans de nombreux pays, finir son assiette est un compliment pour le cuisinier. Mais, au Salvador, laisser un petit morceau de nourriture est la manière polie de dire que vous avez été trop bien traité et que vous ne pouvez plus manger. Si l'assiette est complètement vide, l'hôte pourrait penser que vous avez encore faim et vous apporter immédiatement une pupusa chaude. Non seulement à table, mais même la façon d'offrir des cadeaux est accompagnée de règles que les locaux prennent très au sérieux. Si vous souhaitez remercier votre hôte après un dîner, ne vous précipitez pas pour choisir un joli set de couteaux ou une paire de ciseaux coûteux. Selon la croyance populaire, les objets tranchants peuvent couper la relation entre deux personnes. Ainsi, si le cadeau doit absolument être un couteau, le destinataire vous rendra souvent une pièce de monnaie symbolique pour transformer le cadeau en une petite transaction, dissipant ainsi le malheur. De même, les chrysanthèmes et les lys blancs apparaissent rarement lors des pendaisons de crémaillère car ils sont associés aux funérailles. À la place, les Salvadoriens préfèrent offrir des bouquets de roses ou d'autres fleurs éclatantes comme un vœu de chance, de prospérité et un nouveau départ plein de vitalité. Numéro 10. L'héritage immortel des Mayas. Croyez-vous qu'il existe un village enseveli pendant plus de 1400 ans, mais lorsque l'on l'a excavé, une casserole de maïs était encore en train de cuire. Si vous étiez à Maya Place, oseriez-vous entrer dans cet endroit où le temps semble s'être arrêté? C'est Joya de Serene, un village maya, souvent qualifié de Pompéi des Amériques. Mais contrairement à Pompéi,
Les habitants ont eu le temps de fuir, après avoir ressenti les premières secousses. Aucun squelette n'a été retrouvé, mais plutôt une vie préservée sous une couche de cendres volcaniques. Les toits de chaume, les jarres contenant des haricots, les outils de travail, et même la casserole de maïs sur le feu, sont restés à leur place, depuis plus de 1400 ans, comme si leur propriétaire venait juste de quitter leur maison. Si Joya de Serene conserve la vie des paysans ordinaires, Tazumal raconte une histoire d'El Salvador autrefois prospère. La pyramide de 24 mètres de haut, qui s'y trouve a tenu bon pendant près de 2000 ans, et était autrefois un centre commercial florissant pour les Mayas. Aujourd'hui 5 parcs archéologiques à travers El Salvador permettent aux visiteurs de suivre les traces d'une civilisation ancienne. Mais les Salvadoriens ne se contentent pas de préserver l'histoire à travers des vestiges, ils ramènent aussi le passé dans la vie réelle. Chaque nuit du 31 août, la ville de Nejapa s'illumine avec le festival Las Bolas de Fuego. Des centaines de personnes se divisent en 2 équipes et se lancent des boules de feu enflammées pour recréer l'éruption volcanique de 1658. Pour les habitants, ce n'est pas seulement un festival mais aussi une manière de rendre hommage à la nature et au courage de leurs ancêtres. En quittant ces boules de feu, El Salvador vous surprendra par ses aspects très quotidiens. La danse Xuk mime chaque geste de semis et de récolte du maïs, racontant la vie des agriculteurs à travers les générations. De plus, de nombreuses femmes salvadoriennes ont l'habitude de toucher légèrement le bras ou l'épaule de leur interlocuteur au lieu d'une poignée de main rigide. Une salutation simple mais suffisante pour effacer la distance entre des inconnus. Et lorsque la nuit tombe, toute la ville d'Ahuachapan s'illumine de milliers de lanternes en papier lors du festival Dia de los Farolitos. Après une journée passée à explorer des vestiges anciens et à participer à des festivals flamboyants, le moment de contempler les rues baignées de lumière est ce qui reste gravé dans la mémoire de nombreux visiteurs d'El Salvador. Numéro 11. Un paradis du surf, avec des plages de sable noir uniques. Oseriez-vous marcher pieds nus sur une plage où après quelques secondes, la plante de vos pieds brûle comme si vous marchiez sur une poêle en fonte? Ce qui est étrange, c'est qu'au Salvador, ce qui vous fait sursauter n'est pas le soleil, mais le sable sous vos pieds. Contrairement aux plages de sable blanc familières des Caraïbes, la majorité des côtes salvadoriennes est recouverte d'une couche de sable noir brillant comme du charbon broyé. Cette couleur de sable particulière est le résultat de millions d'années de cendres volcaniques et de roches basaltiques érodées et emportées vers la mer, vestiges des éruptions violentes dont nous avons parlé précédemment. En raison de sa forte teneur en minéraux volcaniques, le sable noir absorbe la chaleur très rapidement. Il suffit de marcher pieds nus sur la plage d'El Cuco à midi pour ressentir immédiatement la chaleur émanant du sol, obligeant de nombreux touristes à courir en riant, incapables de rester immobiles plus de quelques secondes. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il suffit de plonger dans l'océan pour que cette sensation de brûlure disparaisse presque complètement. Alors que de nombreuses plages célèbres en Californie ou au Portugal obligent les surfeurs à porter des combinaisons épaisses pour se protéger du froid, les eaux du Salvador maintiennent une température d'environ 26 à 28 degrés Celsius, presque toute l'année. Vous n'avez besoin que d'un maillot de bain pour vous immerger dans les eaux du Pacifique pendant des heures, sans avoir froid, une expérience rare pour ceux qui sont habitués à surfer dans des régions tempérées. Et une fois en mer, vous comprendrez pourquoi le Salvador est considéré par la communauté mondiale du surf comme une machine à vagues. À Punta Roca, la structure des fonds marins fait que les vagues se brisent continuellement sur le rivage avec un rythme très stable et prolongé. Les athlètes professionnels peuvent surfer sur la même vague pendant 40 à 60 secondes, tandis que sur de nombreuses autres plages, ils ne tiennent souvent que 5 à 10 secondes avant que la vague ne se dissipe. Si vous souhaitez vivre une atmosphère plus animée, rendez-vous à El Tunco, une station balnéaire célèbre nommée d'après un rocher au large qui ressemble à un énorme cochon. Ce qui rend cet endroit si prisé par les voyageurs à petit budget, ce n'est pas seulement les belles vagues, mais aussi le coût étonnamment abordable. Comparé à des paradis du surf comme Hawaï ou Bali, de nombreux services ici sont nettement moins chers. Pour le prix d'un dîner modeste aux États-Unis, vous pouvez louer une planche de qualité avec un entraîneur. Lorsque le soleil se couche, les petites rues côtières s'illuminent de bars de musique reggaeton et de gens venus du monde entier, créant une ambiance décontractée qui rappelle l'esprit des chicken buzz colorés que nous avons explorés précédemment. Numéro 12. Les merveilles de la métamorphose fascinante.
Qu'est-ce qui peut faire qu'un lac de plus de 25 km² change soudainement de couleur en quelques jours? Étrangement, personne n'a déversé de produits chimiques dans le lac, et ce n'est pas un effet de lumière. Le coupable se trouve juste sous la surface au fond du lac depuis des milliers d'années. Niché dans le cratère d'un immense volcan effondré il y a des dizaines de milliers d'années. Le lac Coatepec est considéré comme l'un des plus beaux lacs d'Amérique centrale. Mais ce qui rend cet endroit célèbre, ce n'est pas sa beauté naturelle, mais sa capacité incroyable à changer de robe. À certains moments, la surface du lac, qui s'étend sur plus de 25 km², passe soudainement d'un bleu profond à un éclatant vert émeraude en l'espace de quelques jours. Les scientifiques pensent que ce phénomène se produit lorsqu'une espèce particulière de phytoplancton fleurit, combinée à la remontée de minéraux provenant des sources chaudes au fond du lac. C'est comme si tout le lac se transformait en une gemme brillante au milieu du cratère, attirant des milliers de personnes désireuses d'assister à ce moment rare. Mais si Coatepec est célèbre pour sa capacité à changer de couleur, le lac Guija est remarquable par la manière dont il a été formé. Contrairement à de nombreux autres lacs qui se forment par la pluie ou les glaciers, celui-ci est né d'un immense flot de lave provenant d'anciennes éruptions volcaniques qui a bloqué la vallée et retenu l'eau pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, le lac se trouve juste sur la frontière entre El Salvador et le Guatemala. Les visiteurs peuvent pagayer sur ces eaux calmes, mais juste en dessous de leurs pagaies se cachent les vestiges d'anciennes colonies englouties depuis longtemps. Ce contraste entre le paysage paisible à la surface et l'histoire enfouie en dessous crée une atmosphère à la fois mystérieuse et intrigante, éveillant la curiosité sur ce qui dort encore au fond du lac. Et ces éruptions qui ont donné naissance à ces lacs ont également laissé derrière elles une autre œuvre d'art encore plus étrange. Si vous connaissez la chaussée des géants en Irlande, avec ses célèbres colonnes de basalte hexagonales, El Salvador possède également une version qui surprend de nombreuses personnes. Il s'agit de la cascade Los Tercios, où l'eau tombe d'une falaise composée de milliers de colonnes de basalte hexagonales parfaitement imbriquées. Il y a des millions d'années, lorsque la lave refroidissait très lentement, elle se contractait et se fissurait selon des lignes si régulières qu'elles semblent avoir été mesurées et construites par une équipe d'ingénieurs géants. Surtout pendant la saison sèche, lorsque la cascade est à sec, l'ensemble du mur de pierre noire se dresse majestueusement au milieu de la forêt, révélant l'une des œuvres géométriques naturelles les plus impressionnantes que l'on puisse rencontrer sur Terre. El Salvador peut être l'un des plus petits pays d'Amérique, mais ce qu'il possède dépasse de loin sa taille sur la carte. Des volcans encore vivants, des lacs aux couleurs changeantes, comme par magie de la nature, jusqu'à une culture forgée au fil de milliers d'années d'histoire. Tout cela fait de ce pays un lieu qui ne cesse d'étonner à chaque voyage d'exploration. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures avec Terre d'origine. Et faites-nous savoir dans les commentaires si vous aviez l'occasion de mettre les pieds au Salvador, quelle serait votre première expérience? Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures.